Bon, on commence la deuxième partie de cet après-midi avec la deuxième table ronde et je passe immédiatement la parole à Maurizio Ferraris. Merci. Merci. Comme toutes les interventions qui m'ont précédé étaient faites par des collègues de Derrida, là, je dirais, j'apporte plutôt la parole de l'usager, c'est-à-dire de celui qui avait écouté l'enseignement de Derrida dans cette salle. Donc, ça va être un changement de registre dont je mets en avant qu'il faut préciser en avant. Lorsqu'avec Barbara Carnevali et Emanuele Coccia, nous avons pris l'initiative de cet après-midi, s'est imposé à nous, aurait dit Derrida, l'expression de Derrida à sa place, avec sa syntaxe compliquée, aurait dit encore Derrida. Derrida à sa place, c'est-à-dire cette place où il a enseigné pendant 20 ans, ce qui a été dit plusieurs fois aujourd'hui et qui est vrai entre-temps, à l'endroit qu'il appelait son officine, où il préparait ses séminaires, qui était aussi son parking, cet emplacement pour sa voiture qui, m'a-t-il confié avec ironie, c'était une des raisons pour lesquelles il n'avait pas pris sa retraite à 65 ans. Sinon, comment trouver une place où se garer en plein centre de Paris? Les places sont importantes. Une bonne partie de son époque à l'école normale, c'est-à-dire la période précédente, l'école des hautes études, était une période de déconstruction. Une période qui réélaborait les événements historiques et personnels de la débâcle française de 1940. N'oublions pas que dans un texte sur la déconstruction, Lévinas, ce texte qui a été évoqué à la fin de l'intervention de Sabina Loriga, Lévinas compare la déconstruction à la situation de la France qui se rend d'une manière qui donne à réfléchir. Et encore à Derrida chassé de son école en Algérie en 1942, marqué par la défaite de Dien Bien Phu de 1954, l'année du mémoire sur le problème de la jeunesse dans la phénoménologie, jusqu'à l'indépendance d'Algérie en 1962, qui coïncide, comme l'a justement souligné Nancy, avec la première publication de Derrida, donc avec sa propre déclaration d'indépendance, la longue introduction à l'origine de la géométrie de Husserl. Il s'agit de ce séisme, comme il aurait dit, qui sont à la base de l'activité, disons, de la déconstruction classique, si on peut parler de déconstruction classique. Ces textes des années 60 et 70, souvent provocateurs, aussi dans leur forme, comme dans le cas de Glass, souvent caractérisé par un défi entre littérature et philosophie. C'est-à-dire il y a une manière, disons, une deuxième manière derridienne. Au reste, la périodisation faite par Benoît Peter dans la biographie derridienne montre trois manières, la manière phénoménologique, la manière déconstructive, et je voudrais suggérer que la troisième manière, la manière école des hautes études, était plutôt reconstructive. Des constructeurs, généalogistes, analystes de soi comme du monde, le philosophe, de la manière déconstructive, trouve sa raison d'être dans le démasquage, comme le suggérait naïvement un jeune collègue américain à moi, qui il y a 30 ans, m'écrivait en disant, c'est véritable, c'est historique, que cet été-là, il n'allait pas bouger de chez lui, il s'enfermerait dans son bureau à la manière d'Alfieri, deconstructing everybody. Vaste programme qui toutefois saisissait avec exactitude la manière dont les déconstructeurs exerçaient son art à 360 degrés et, comme on le dirait à nos jours, sans transiger. Mais lorsque, en 1983, Derrida est élu à l'HSS, la situation a beaucoup changé. Maintenant, à l'école des hautes études, Derrida a sa place, sans accent. Non seulement il n'est plus Derrida hors de soi, comme dans l'article sur Glass de Christian de la Campagne d'un critique en 1974, c'est Derrida chez soi, ce qui n'est pas nécessairement une situation favorable.
Non seulement sa renommée a grandi, mais surtout il a pu éprouver, je crois, une sensation très gênante pour un professeur peu ou prou reconnu, à savoir la présence des imitateurs. Dagli amici mi guardi Dio. Je crois que n'est pas nécessaire de traduire, mais Dieu me garde mes amis. En 1980, en inaugurant le premier des 3 colloques de Cérisy consacrés à son travail, Derrida prononce un discours à contre-courant, presque un rappel à l'ordre, en tout cas le contraire spéculaire de la conférence éperon, déconstructive à l'extrême, qu'il avait tenue 8 ans auparavant lors du colloque de Cérisy sur Nietzsche. Dans un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, ce titre qui revient dans le ton guerrier de Bourretz, Derrida renvoie au Kant critique de la Schwärmerei, de l'enthousiasme un peu fou en philosophie, et il met en garde contre la facilité avec laquelle on peut se convaincre d'être des philosophes révolutionnaires en déclarant la fin de ceci et de cela, la mort de Dieu, la mort de l'homme, la fin de l'histoire. Certes, les exemples ne manqueraient pas, même parmi les adversaires, Foucault, mais je suis certain qu'il parlait aussi pro domo suo, puisque évidemment, lorsqu'il dit la fin de ceci, la fin de cela, il vise Foucault, la mort de l'homme, etc. Mais je crois qu'il parlait aussi pro domo suo, pour décourager ce que je définirais un déconstructivisme vulgaire, la tendance à faire de la déconstruction un jeu frivole, un deconstructing everybody, d'autant plus radical qu'insignifiant, comme cela se produit en donnant le ton à toute une pseudo-philosophie radicale et hyper déconstructive. Il faut ajouter, et de cela on a parlé beaucoup dans la première partie de cette séance, que les années de l'école de haute étude sont aussi les années de la confrontation avec Habermas, du prolongement de la polémique avec Searle, du énième cas Heidegger, du cas de Mans. Autant de moments déplaisants et choquants qui, à mon sens, ont accru le besoin chez Derrida de prêter un aspect constructif à la déconstruction. Comme cela se produira lors des séminaires de l'école de haute étude, beaucoup moins érudits d'une certaine façon, mais beaucoup plus direct que ceux de l'école normale, plus ouvert linguistiquement et consacré en dernière instance au grand thème, la vie, la mort, la démocratie, l'amitié. Là, je fais référence justement à la partie où il abandonne le sujet, le thème, les institutions de la philosophie et de fait fait une analyse, disons, d'objets sociaux liés à l'intercommunication, la communication interhumaine. Ce thème révèle la proximité de Derrida avec les auteurs de sa jeunesse algérienne, Rousseau, Nietzsche, Gide, Camus, Sartre, Kierkegaard. Tout est dominé par la pensée fondamentale des dernières années de Derrida, celle qui se campe dans le spectre de Marx, exactement au milieu de son parcours à l'école de haute étude. La justice est l'indéconstructible. Il y a un moment où la déconstruction s'arrête, un seuil indépassable, et qui donne son sens à toute la déconstruction. Il faut noter que Derrida, comme Lévinas, parle d'éthique et non d'ontologie, et même qu'il oppose l'éthique à l'ontologie. D'ailleurs, comme Lévinas. Chez Derrida, la ontologie, celle avec l'H, est une ontophobie, une résistance politique à l'ontologie que Derrida hérite de Lévinas, lequel, à son tour, identifie l'ontologie avec Heidegger, donc avec la philosophie de l'hitlérisme. Je crois que cette centralité de l'éthique par rapport à l'ontologie dérive d'ici. Telle est la tâche aveugle de tout le système de Derrida, ce qui le fait fonctionner et le mobilise, échapper à l'être, d'où l'importance des spectres, effectivement. Pour ma part, je voudrais au contraire suggérer que la thèse « la justice est l'indéconstructible » ne peut pas être sans la réalité l'inamendable, sans un monde extérieur et indépendant,
Cela n'aurait pas de sens de parler de justice et d'indéconstructible. Et d'autre part, l'inamendable est un terme lié aux grandes chaînes de la pensée avec le préfixe « un » qui sont au centre de la pensée de Lévinas et de Derrida, l'irréductible, l'inappropriable, l'impossible, l'indécidable. La forme en un manifeste une résistance ontologique que Derrida transforme en résistance éthique et politique et qui, à la limite, se retourne contre l'ontologie elle-même. Parmi ces irréductibles et inamendables se trouve le dernier héros philosophique de la réflexion de Derrida, le toucher, l'animal et cet autre inamendable radical qu'est la mort, et qui sont les sujets de ces derniers séminaires. Pardonnez-moi. Une inamendable sécheresse de Foch. Derrida n'est plus là. Nous restons, nous, à sa place. Ici se dessine un autre sens de Derrida à sa place. Et nunc manet Orpheus in te, comme chez Virgile, ou bien mieux encore, et nunc manet in te, comme chez Gide, que Derrida a certainement lu. Une fois, je crois que c'était au printemps 2007, pour quelques raisons, une question administrative, je crois, j'étais passé ici, au 105 du boulevard Raspail. Je n'y mettais pas plus les pieds depuis 2002, lorsque j'avais suivi le dernier séminaire de Derrida. Le grand amphithéâtre, ceci donc, plein de spectateurs cosmopolites, le théâtre de lecture de Derrida, celui, 5 minutes, non, ah non, le théâtre de lecture de Derrida, mais en tout cas, ça ne sera pas plus que 5 minutes. Le théâtre de lecture de Derrida, c'est celui que nous voyons dans tant d'images de films, la scène remplie de magnétophones. Combien y a-t-il d'enregistrements de la voix de Derrida dans le monde? Il faudrait savoir, peut-être. Les gens assis dans les fauteuils, sur le strapontin et aussi sur les marches, certains amassés debout au fond. Le grand amphi était vide. Cela allait de soi, il n'y avait pas de cours. Mais je suis certain que des années devraient s'écouler avant que, qui sait à quelle occasion, qui sait pour quelle leçon de quel professeur, on retrouve le même climat et la même foule. Une circonstance banale, à laquelle d'ailleurs Derrida tenait de façon compréhensible. Il insistait pour que tout le monde signe le cahier de présence pour montrer qu'il avait droit à l'amphithéâtre. Et je me souviens qu'un jour, alors qu'il fumait sa pipe avant le séminaire et que je le félicitais pour cette foule, il avait commenté « Un jour, peut-être qu'il n'y aura personne ». Ce jour était venu, non par manque de public, mais par manque de héros. Voilà plus ou moins ce que je pensais alors que je m'asseyais à sa place dans son fauteuil pour voir pour la première fois la salle dans la même perspective depuis laquelle il l'avait toujours vue. C'est une forme de voyeurisme compliqué, c'est-à-dire voir comme il voyait. J'ai parlé jusqu'ici de Derrida reconstructeur et de l'école de haute étude. J'aimais suggérer que le véritable Derrida est un reconstructeur. Mais je sais combien cette position peut être contestée. Où serait ce reconstructeur? Quelle serait sa reconstruction? Je pense que rien ne nous parle davantage de ce Derrida reconstructeur comme ce passage d'une conversation entre Derrida et Heinzemann rapporté par Benoît Peters dans sa belle biographie de Derrida. Je cite « Peter, je voudrais proposer quelque chose. Dans cette association, agissons comme si vous étiez le rêveur et moi l'architecte, le technicien. Vous serez donc le théoricien et moi celui qui se préoccupe des conséquences pratiques. » Fin de citation. De nouveau, dans Psyché, Derrida lie ouvertement la déconstruction à la construction, donc à la reconstruction, à moins que l'on veuille opérer une distinction entre construction et reconstruction, ce qui me semble problématique. Je cite « Les déconstructions seraient faibles si elles étaient négatives, si elles ne construisaient pas. » Fin de citation. Et il précise aussi qu'il avait choisi le terme déconstruction au lieu de destruction
pour souligner qu'il ne s'agissait pas d'un anéantissement, donc pour souligner qu'il s'agissait aussi d'une construction, ou plus exactement d'une reconstruction. Car je doute que Derrida, en disant que la déconstruction n'est pas un anéantissement, entendait le contraire littéral de l'anéantissement, à savoir la création ex nihilo. Donc, si la déconstruction n'est pas une création ex nihilo, elle est nécessairement une reconstruction à partir du matériel déconstruit. Une reconstruction à partir du matériel déconstruit. Je sais toutefois que Derrida refuserait cette interprétation. Il l'a fait chaque fois que la question lui était ouvertement posée. Par exemple, ici, c'est un entretien qui se trouve dans le monde de l'éducation de septembre 2000. Je cite, « La déconstruction est avant tout la réaffirmation d'un oui originaire. Affirmatif ne veut pas dire positif. Je précise schématiquement ce point pour expliquer que pour certains, l'affirmation se réduisant à la position du positif, la déconstruction soit vouée à reconstruire après une phase de démolition. Non, il n'y a pas plus de démolition que de reconstruction positive et il n'y a pas de phase. Donc toute mon interprétation est fausse et Derrida le démontre dans ce passage comme dans beaucoup d'autres. J'en viens à la conclusion. Dans l'entretien que je viens de citer, on reconnaît l'attitude typique de Derrida, une marque de fabrique constante, un processus qui se répète. Il dit que la déconstruction n'est pas purement négative, donc que c'est une reconstruction si les mots ont un sens. Mais il ajoute juste après que ce n'est pas une reconstruction, donc que c'est une destruction si les mots ont un sens. Son objectif déclaré est de faire émerger l'aporie, dont on a parlé souvent aujourd'hui, donc l'époque totale, l'envers spéculaire du savoir absolu. Il n'en fait pas un mystère, c'est le centre de sa pensée, la signification intime de sa déconstruction. Et c'est dans ces termes que j'ai parlé du caractère crucial de l'aporie dans la pensée de Derrida lorsque j'ai dû écrire des textes d'introduction à Derrida. Là, effectivement, il vise cette objection. Mais que ferais-je, moi, à la place de Derrida ? Contrairement à lui, je ne trouve pas que l'aporie est meilleure que le savoir absolu. C'est une impasse où la vie ne nous permet pas de rester longtemps. Il faut décider et on ne vit pas éternellement. C'est ce qui n'est pas une observation profonde. Mais c'est banalement vrai. C'est à mon avis un problème très présent dans le discours politique de Derrida. J'ai toujours pensé que ce choix politique était sage et courageux, mais j'ai toujours eu la sensation que ce choix aurait été les mêmes sans les déconstructions qui les avaient précédés, et que dans tous les cas, il laissait derrière eux, comme il est naturel, cette aporie. Donc, il faut choisir, et il y a trois solutions. Ou bien répéter l'aporie, la reproduire, ce qui est légitime, mais il s'agit d'une attitude exégétique qui manifeste une trop grande différence textuelle et qui donc représente une attitude aux antipodes de ce que Derrida proposait comme démarche philosophique. Ou bien la réduire, dire que la déconstruction est une forme d'ironie ou de scepticisme, ce qui, à mon avis, est illégitime, vu que cette solution se place aux antipodes de l'ensemble de la pensée de Derrida. Ou bien prendre au sérieux l'hypothèse que la déconstruction est en même temps une reconstruction, c'est-à-dire l'hypothèse qui refuse. C'est le chemin que j'ai emprunté en me mettant à la place de Derrida, comme beaucoup d'autres, et d'une façon pas très originale. En effet, on ne peut pas avoir toujours raison, il faut courir le risque d'avoir tort. Merci.